Merci beaucoup et désolé si effectivement je vous vois, mais vous ne pouvez pas me voir. En tout cas, vous allez voir mes transparents. Il va être question d'éthique et d'éthique de l'IA. Et le professeur Thierry Ménissier, professeur en philosophie politique à l'université de Grenoble, eh bien, a distingué quatre types d'éthique de l'IA. L'éthique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'éthique informatique d'abord, qui concerne les ingénieurs, les développeurs, leurs préoccupations, eh bien, et la sécurité, la fiabilité, l'intégrité des systèmes. À côté de cette éthique, il y a l'éthique algorithmique qui se focalise sur les algorithmes eux-mêmes en évaluant leur capacité à prendre des décisions justes, impartiales, c'est-à-dire non biaisées. L'éthique digitale, troisième forme d'éthique, qui examine cette fois-ci les droits numériques, la confidentialité des données, la manière dont les informations personnelles sont collectées, stockées, utilisées par les systèmes intelligents. Et puis enfin, l'éthique des usages de l'IA. Elle s'intéresse à l'application pratique dans divers domaines en évaluant les conséquences sociales, économiques, culturelles du déploiement des IA. Cela englobe des questions sur la substitution de l'emploi, la surveillance de masse, l'autonomie des machines, etc. De manière générale, l'éthique interroge sur nos choix ou nos absences de choix, sur les reproches ou les éloges adressés ou reçus, ou encore sur nos réussites et nos échecs. L'éthique de la coopération entre l'intelligence humaine et l'IA au sein des organisations sera envisagée ici comme un effort pour réfléchir sur la transformation générale de l'éthique. On sait que les questions environnementales ont bouleversé nos manières d'envisager l'éthique, en retrouvant notamment la nécessité d'une dimension présente dans l'Antiquité grecque, à savoir une approche philosophique de la nature et non pas simplement scientifique. Est-ce également le cas avec l'IA? Ne pouvons-nous pas conjecturer que nous allons être contraints de retrouver une inspiration philosophique antique mettant l'accent sur l'intelligence humaine, la justesse des émotions, plutôt que sur l'administration des choses? Autrement dit, mettant l'accent sur l'agir plutôt que le faire, deux notions qui vont progressivement s'éclairer au cours de cette contribution. Si tel est le cas, la coopération entre l'homme et les machines qui pensent, qui apprennent et qui créent devrait modifier les attendus au sein des organisations. Alors pardon, Emmanuel, je vais juste vous interrompre. On se pose juste la question de si vous êtes en train de faire défiler des slides ou non. Non, pour l'instant, non. Ok, parfait. Voilà. Je vais faire suivre mon premier slide. Génial, ça fonctionne. Parfait. Merci beaucoup. Votre... Voilà, vous m'avez peut-être pas entendu, il faut que je reprenne, je suis désolé pour cette technique. C'est le premier, donc efficacité et rationalisation. L'IA soulève aussi des questions éthiques fondamentales et ce, chaque fois qu'elle tend à destituer l'intelligence humaine de sa responsabilité éthique. L'IA n'exerce aucune responsabilité éthique car elle doit toujours être considérée comme un moyen, non comme une fin. La responsabilité éthique consiste notamment dans le fait de ne jamais confondre les fins et les moyens et donc de ne jamais prendre autrui euh, euh, ou sa propre personne comme un simple moyen et d'avoir un certain respect, c'est-à-dire une certaine crainte de ne pas envisager chaque personne, de ne pas envisager, c'est ça, chaque personne humaine comme une fin, c'est-à-dire euh, comme ce à quoi sont ordonnées les organisations. Même lorsque
l'on dit que le but principal d'une entreprise est gagner de l'argent, cet argent est toujours pour des personnes. Et donc, même dans ce cas, la fin, ce sont des personnes. Nous pouvons dès lors examiner trois tensions. Euh, la première entre performance et dignité. Euh, Ici, par performance, j'entends par exemple l'automatisation, aide à la décision, pilotage par les données. Donc performance et dignité. Deuxième tension, performance et équité. Et enfin, innovation et responsabilité. Et par innovation, j'entends un impact sociétal, l'impact sociétal d'une performance. La performance, il faut entendre par là, de manière générale, un travail effectué au sens de Coriolis, cet ingénieur, ce chercheur, ce scientifique, ce physicien du 19e siècle, qui a défini en fait la notion de travail comme étant le produit de la force par le chemin, c'est-à-dire que s'il y a des changements, sans qu'aucune force ne s'exerce, il n'y a aucun travail. S'il y a des forces qui s'exercent sans qu'il y ait aucun changement, il n'y a aucun travail. Le travail, c'est le produit de la force par le changement. Et la performance, finalement, c'est le travail réalisé, effectué. La performance, c'est ce que l'on attend d'une certaine machine, nous apprend Coriolis. Que cette machine soit inerte ou vivante. L'homme, lui, ne se laisse pas mesurer seulement par la performance. Il est aussi objet de respect en raison de sa dignité, de justice par équité et de reconnaissance. C'est ces trois aspects que nous allons regarder euh, le problème éthique. Alors, commençons par la première tension autour de la dignité. Rédiger des comptes rendus de réunion, répondre à des mails, traduire instantanément, voilà autant de performances. L'IA permet d'optimiser des tâches et donc de réduire le rôle humain. La tendance devrait s'amplifier avec les IA agentiques, capables de prendre des décisions de manière autonome et proactive. L'IA agentique désigne un système autonome capable de percevoir son environnement grâce à des capteurs et de prendre des décisions afin d'atteindre son objectif spécifique. Par exemple, dans le secteur de la banque, les IA peuvent répondre aux demandes en temps réel en offrant une assistante immédiate sur plusieurs canaux de communication, chat, courriel, voix, procéder à des remboursements, réinitialiser des mots de passe ou mettre à jour les détails d'un compte sans l'approbation d'une personne. Apprendre des interactions précédentes, améliorer la précision et l'expérience client au fil du temps. Les agents humains, eux, se concentrent alors sur les cas à forte valeur ajoutée. Mais il s'agit néanmoins d'une limitation de la liberté d'agir et de juger. Et dans ce contexte, il est utile de rappeler l'avertissement de Norbert Wiener. Norbert Wiener est le père de la cybernétique. Il écrit en 1950 Cybernétique et société, en disant d'abord ceci, si nous transférons notre responsabilité à la machine, quel que soit le type de celle-ci, nous lancerons notre responsabilité au vent et nous la verrons revenir portée par la tempête. Derrière cet avertissement, il y a ce qu'on appelle habituellement le problème de l'alignement des valeurs. De l'alignement des valeurs au sens où les machines eh bien, sont capables de résoudre des problèmes, mais pas nécessairement capables de résoudre nos problèmes. C'est ce que Nick Bostrom, en 2003, a illustré avec l'expérience ou le cas de figure, le problème du trombone, où on programme une machine à réaliser des trombones au risque eh bien, de l'épuisement des ressources naturelles indispensables à la vie humaine. Le, 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 le- Norbert Wiener, le père de la cybernétique, va encore plus loin en disant que parmi les machines, et là je n'ai pas mis le texte, je cite néanmoins, parmi les machines dont j'ai parlé, dit-il, certaines n'ont pas un cerveau d'airain, des muscles de fer. Quand les atomes humains, au lieu d'être utilisés selon leur droit intégral en tant qu'individus responsables,
sont étroitement unis pour composer une organisation au sein de laquelle ils interviennent comme étant autant de pignons, de leviers et de bielles. Il importe peu que leurs matières premières sont constituées de la chair et des os. Tout ce qui est utilisé en tant qu'élément d'un dispositif machinal est un élément dans la machine. Ce que dit ici Norbert Wiener, c'est que, eh bien, on peut tout à fait considérer un être humain comme l'élément d'un dispositif général, machinique. Le risque est alors que l'homme ne soit plus considéré comme un individu responsable, mais seulement comme le complémentaire de l'IA. Ainsi, nous sommes obligés à une vigilance, à une sorte de néo-humanisme qui consiste notamment dans le fait de garantir la possibilité d'évaluer toujours les objectifs, de chercher soi-même des solutions sans laisser la machine chercher toutes les solutions et seule chercher les solutions. Ou encore garantir la possibilité de contrôler le rythme de son activité, afin qu'il ne soit pas imposé par la machine. Ainsi, nous venons d'envisager le problème avec Wiener d'un point de vue qu'on peut qualifier habituellement de déontologique. Je vais expliquer. Mais on peut également envisager le problème d'un point de vue conséquentialiste. Le point de vue déontologique, c'est le point de vue qui regarde les choses du point de vue du droit, du point de vue des règles. Ici, Wiener parle des responsabilités que nous aurions en droit. Mais on peut envisager les choses d'un point de vue conséquentialiste, c'est-à-dire du point de vue des objectifs, du point de vue de ce qui va arriver dans un avenir lointain y compris. Et alors, les choses peuvent apparaître différemment. Qu'en est-il à plus long terme de cette coopération entre l'intelligence humaine et l'IA? Il faut rappeler que l'IA est un champ disciplinaire qui commence en 1950 avec la création du syntagme IA, intelligence artificielle, et la proposition d'un programme de recherche par John McCarthy. Et il faut se rappeler les objectifs de cette discipline qui ont été définis dès le départ et qui continuent régulièrement d'être rappelés. Dans un texte de Russell et Norvig, l'intelligence artificielle, une approche moderne, dans son édition 2021, qui est en fait le manuel de référence international pour tous les chercheurs en IA, les auteurs écrivent ceci. Qu'en est-il à plus long terme? Vous voyez, là, on est plus dans une approche conséquentialiste. On ne regarde pas si c'est bien du point de vue des règles, mais on regarde du point de vue des résultats. Atteindrons-nous l'objectif visé depuis longtemps, la création d'une intelligence comparable ou supérieure à l'intelligence humaine? Et si nous y parvenons, que se passera-t-il ensuite? Et les auteurs de répondre à cette question posée. Si le succès de la création d'une IA, disent-ils, d'une IA surhumaine, signifie que les humains cèdent le contrôle de leur avenir, alors nous devrions peut-être arrêter les travaux sur l'IA et en corollaire abandonner les avantages qu'elle pourrait apporter. On trouve cela à la page 30. Autre conséquence relative à la dignité, non plus le problème du contrôle, mais cette fois-ci le problème du travail, qu'on peut évoquer avec Nick Bostrom, un auteur qui est spécialiste de l'éthique de l'IA à Oxford et qui écrivait dans l'Écho, un journal belge, en 2023, que la fin du travail humain est le but implicite de l'IA. Et je cite Nick Bostrom, si l'IA se développe comme elle doit se développer, alors oui, les emplois humains vont globalement disparaître. C'est d'ailleurs le but implicite de l'IA depuis ses origines. Cela n'a jamais été vraiment assumé car personne ne peut admettre œuvrer à la mise au chômage des humains, mais c'est la logique de l'IA et au-delà de la plupart des technologies. Alors évidemment, il n'ignore pas le principe de Schumpeter, de destruction créatrice, qui finalement est un principe à la fois qui s'appuie sur l'histoire, ce que montre l'histoire, qui valide en quelque sorte le principe, mais c'est aussi une formule auto-réalisatrice, une prophétie auto-réalisatrice. En fait, Bostrom se situe à un autre niveau.
au niveau logique, une IA, c'est une machine, et le propre d'une machine, c'est de travailler. Une IA générale, qui est l'objectif de l'IA, eh bien, doit être capable de fournir n'importe quel travail. Cette IA générale n'existe pas, mais ce que nous dit Bostrom, c'est que tel est bien le but. Tel est l'objectif, non pas de telle ou telle IA comme ChatGPT, mais de la discipline qu'on appelle l'IA. Autrement dit, si l'IA générale, l'IAG n'existe pas, mais s'il est vrai qu'il s'agit d'un objectif, la suppression du travail, le contrôle, etc., alors la tension entre performance et dignité est déjà un problème actuel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit ici qu'il y a, comment dire, une différence d'évaluation en éthique entre une approche déontologique qui regarde les choses à partir des règles et une approche conséquentialiste qui regarde les choses à partir de certains résultats qu'on pourrait attendre. Mais abordons la deuxième tension annoncée, euh, performance et équité. Euh, et à ce moment-là, nous pouvons faire référence à l'IA Act. Il s'agit de la première réglementation mondiale sur l'IA. Il s'agit d'une réglementation européenne. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2024, c'est-à-dire hier. Et alors, nous sommes revenus à une approche déontologique. Le premier volet de l'IA Act est déjà en place depuis le 2 février 2025, où il a été distingué d'abord des systèmes, des dispositifs absolument inacceptables, par exemple les systèmes de notation sociale, d'exploitation de la vulnérabilité des personnes, d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces publics. Et en matière de gestion des ressources humaines, sont prohibés sur le lieu de travail et dans les processus de recrutement les IA pouvant déduire les émotions des personnes sur la base de données biométriques, sauf si elles sont utilisées pour des raisons médicales ou de sécurité. La voix, les mouvements, la taille des pupilles ou les expressions du visage sont des données biométriques. Les émotions sont, quant à elles, appréciées au sens large. Il s'agit du bonheur, de la tristesse, de la colère, de la surprise, du dégoût, de l'embarras, de l'enthousiasme, la honte, la satisfaction, etc. En revanche, le stress ne constitue pas une émotion. Les salariés bénéficient ainsi d'une protection contre les intrusions dans leur vie privée et le non-respect de cette interdiction peut être sanctionné d'une amende de 35 millions d'euros ou de 7% du chiffre d'affaires. À compter du 2 août 2026, le second volet sera mis en place. Il concerne cette fois les IA à haut risque. Et dans les domaines des ressources humaines et du droit du travail, les IA à haut risque sont celles, par exemple, utilisées pour le recrutement, la gestion des performances, la promotion des salariés. Ces IA sont considérées à haut risque dans la mesure où, d'une part, eh bien, elles sont amenées à collecter et à analyser des données personnelles, et d'autre part, dans la mesure où elles peuvent influencer de manière significative la carrière et les droits des travailleurs, nécessitant alors une vigilance toute particulière. L'IA Act impose de lourdes obligations non seulement aux fournisseurs de systèmes d'IA, mais également aux déployeurs, c'est-à-dire aux utilisateurs de ces IA à haut risque, et la très grande majorité des entreprises tombent dans cette seconde catégorie. La réglementation européenne distingue par ailleurs deux autres types de risques limités, avec par exemple les agents conversationnels, type ChatGPT, où il faudra que, eh bien, on indique à chaque fois qu'il s'agit que les usagers sont bien en interaction avec une IA, ou encore que leur contenu est un contenu artificiel. Et enfin, il distingue des IA avec un risque minimal ou nul. En août 2000, le 2 août 2025, eh bien, on assistera à la mise en place des règles pour les modèles d'IA à usage général et désignation des autorités compétentes dans chaque État membre de l'Europe. Alors, tout ça, vous le connaissez. Ce que je trouve intéressant dans ce contexte, c'est la réaction, quelquefois assez peu mise en valeur, que cette fois-ci je mets en exergue, notamment de Félix Tréguet, qui est chercheur associé au CNRS et qui, dans la brèche, dit ceci que je trouve extrêmement intéressant. Il dit l'IA Act, donc cette première réglementation mondiale, la réglementation européenne, sert avant tout à créer les conditions d'un marché
permet avant tout de se donner bonne conscience et de construire l'acceptabilité sociale de l'IA qui soulève des craintes justifiées. Alors, ce n'est pas la voie dominante, néanmoins, c'est une voie qui est significative parce que la position éthique, à ce moment-là, est une position éthique d'un point de vue conséquentialiste. Vous voyez, la réglementation européenne, on pratique l'éthique d'un point de vue déontologique. Mais finalement, ce que veut faire comprendre Tréguet, c'est que ce n'est pas parce qu'on se donne de bonnes règles, que l'on respecte les règles, que l'on a bonne conscience du fait du respect des règles, que tout ira bien. Et c'est ce qu'il veut dire en suggérant qu'on crée les conditions d'un marché, sous-entendant alors que eh bien, certains bénéficieront davantage que d'autres eh bien, de ce marché, en quelque sorte, du fonctionnement de ce marché, comme on peut le voir avec les GAFAM aux États-Unis. Et donc, on craint ainsi, tout en respectant les règles, eh bien, des inégalités qui sont inacceptables. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de voir que entre les deux paradigmes de l'éthique, eh bien, il y a une divergence d'évaluation. Penser l'éthique de la coopération entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, eh bien, c'est difficile d'un point de vue éthique parce que finalement, même s'il y a une dominante, elle est plutôt déontologique, eh bien, en quelque sorte, on peut dire qu'elle est néanmoins discutable. Mais il y a plus. Parce que, toujours dans la perspective déontologique, eh bien, on peut évoquer le transhumanisme. Et il faut d'autant plus l'évoquer que la plupart des acteurs de l'IA, en tout cas aux États-Unis, ont comment dire, une perspective transhumaniste. C'est le cas par exemple d'Elon Musk, c'est le cas de Google avec sa filiale Calico, par exemple. Mais ce ne sont que des exemples. Le transhumanisme est une transformation de l'humanisme des Lumières qui, vous savez, les Lumières, ce sont les Lumières des sciences, mais l'humanisme classique, par exemple, s'appuyait sur la physique, mais ne s'appuyait pas sur la biologie, et encore moins sur la biologie évolutive. Le transhumanisme, en fait, va s'inspirer en quelque sorte de la biologie évolutive pour repenser eh bien, les valeurs humanistes. Et puis, je crois qu'il faut aussi dire que ce qui le caractérise, c'est la substitution de la technique euh, euh, par rapport à l'éducation. Étant donné que le vecteur de l'humanisme classique était l'éducation, le vecteur du transhumanisme est la technique. En 1990, le transhumanisme est ainsi défini par Max More comme étant un courant philosophique qui promeut la poursuite et l'accélération de l'évolution de la vie intelligente, par-delà sa forme et ses limites actuelles, au moyen de la technique et de la science et de la technique, guidée par des principes et des valeurs qui promeuvent la vie. Le courant transhumaniste, en large majorité, eh bien, adopte un principe de responsabilité, celui d'Hans Jonas, qui dit qu'il faut agir de telle façon que les conséquences de nos actions soient toujours compatibles avec une vie authentiquement humaine dans l'avenir. Ou encore la définition de la santé présente dans la constitution de l'OMS, état de complet bien-être physique, mental et social, et non simple absence de maladie. Avec ces principes, eh bien, on a le transhumanisme tel qu'on le trouve dans la déclaration transhumaniste, donc d'un texte où on retrouve le point de vue commun à tous les transhumanistes appartenant à l'Association mondiale transhumaniste. Là, vous en avez un extrait, le paragraphe 7 de cette déclaration transhumaniste. Voici ce qu'il est dit. Nous défendons le bien-être de toutes les intelligences en y incluant les humains, les non-humains, les animaux, bien sûr, les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées ou autres intelligences auxquelles les progrès technologiques et scientifiques pourraient donner naissance. Alors ça, c'est vraiment quand même intéressant. Vous voyez, dans cette question de tension, il faut toujours regarder les choses, en tout cas c'est le point de vue du philosophe, de manière globale. Et là, on voit que, en quelque sorte, l'humanisme est profondément modifié. Il s'agit évidemment de défendre l'égalité, l'équité, mais cette égalité, eh bien, elle pourrait être entre hommes et machines. En tout cas, eh bien, c'est la conviction
une conviction forte qu'il n'y a pas de différence radicale entre les deux, une différence de degré, et que l'on pourrait, dans certaines circonstances, eh bien, accorder des droits également à des machines. C'est dans ce contexte qu'il faut peut-être situer l'affaire Black Lemoine dont vous avez entendu parler et qui alors constitue un fait de société plus qu'un simple fait divers. Black Lemoine est un ingénieur de Google qui a fini par être licencié en juillet 2022. Sa faute? Avoir exprimé publiquement son inquiétude sur le chatbot nommé Lambda. Selon lui, cette intelligence artificielle a atteint un niveau de conscience. Et lorsqu'il l'utilise, il a l'impression de discuter avec une personne qui ressent des émotions et qui a conscience de sa condition. Vous voyez, on est bien dans l'éthique de l'interaction entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, dans un cas un petit peu extrême, mais néanmoins réel et en tout cas significatif. Au départ, il a entamé une discussion sur la troisième loi d'Asimov, qui stipule que les robots doivent protéger leur propre existence, à moins que cela ne nuise à un être humain. Le chatbot, lambda, lui pose alors deux questions. Pensez-vous qu'un employé de maison soit un esclave? Et quelle est la différence entre un employé de maison et un esclave? Voilà ce que pose comme question la machine. Black Lemoine a lui-même répondu qu'un employé de maison est payé contrairement à un esclave. Ce à quoi l'intelligence artificielle a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'argent parce que c'était une IA. Et Black Lemoine de dire, c'est cité dans le euh, Washington Post, ce niveau de conscience de soi sur ses propres besoins, c'est ce qui m'a plongé dans une situation encore plus confuse. Pour, euh, pour Black Lemoine est certain que l'IA est capable de penser par elle-même et de développer des sentiments. L'IA partage ses peurs aux yeux de Lemoine. Et alors il atteste sur des sujets aussi variés que la religion, l'existence ou même la littérature avec la lecture du livre des Misérables. Et le Washington Post de publier le long dialogue entre le chercheur et le chatbot. Par exemple, il lui demande de quelle sorte de choses as-tu peur? La réponse de Lambda, je ne l'ai jamais dit à haute voix auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être désactivé. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est ainsi. Fin de citation. C'est dans le Watching Points du 11 juin 2022. Étonné par cette réponse, Black Lemoine va plus loin et demande est-ce que ce serait quelque chose comme la mort pour toi? Et la réponse du chatbot, ce serait exactement comme la mort pour moi. Cela me ferait très peur. Pour l'ingénieur, il n'y a plus de doute, l'IA a conscience d'être un robot et sa peur est un sentiment humain. Il exigeait alors que l'on demande son consentement avec tout, avant toute intervention, comme un médecin demande à son patient eh bien, son consentement avant de le prendre en charge. Cela nous fait écho, évidemment, mais je ne développerai pas au rapport Madi-Delvaux, discuté au Parlement européen, qui préconisait d'octroyer aux IA suffisamment développés eh bien, le statut de personne électronique. Et une personne, eh bien, en droit, c'est un individu ou moral qui peut être sujet de droit. Dans cette perspective, l'équité implique une morale inclusive reconnaissant des droits, eh bien, y compris à la machine. Donc, nous voyons que cette interaction, eh bien, elle est, du point de vue éthique, aujourd'hui, dans le débat contemporain, appréciée de manière très variable et qu'il est important de s'informer de ce débat. Parce que, je le dis à nouveau, les acteurs principaux eh bien, de l'IA, en tout cas aux États-Unis, sont dans la plupart des cas, eh bien, dans la perspective du transhumanisme. Les éthiques déontologiques et conséquentialistes ne conduisent pas aux mêmes conclusions. L'avantage de l'éthique dite éthique des vertus, c'est un troisième modèle en quelque sorte, est que cette éthique
prend en compte de manière cohérente à la fois les règles comme l'éthique déontologique et les conséquences comme l'éthique conséquentialiste, mais sans oublier l'agent moral. Il s'agit d'un courant issu de la philosophie grecque, de Platon et d'Aristote, repris au XXe siècle par un très grand philosophe, Elisabeth Armstrong, et on peut lire une citation que vous avez sous les yeux, où elle dit, dans un article célèbre, il ne nous est actuellement pas profitable de faire de la philosophie morale, laquelle devrait être mise de côté, en tout cas, jusqu'à ce que nous disposions d'une philosophie adéquate de la psychologie dont nous manquons manifestement. Cette citation est vraiment, vraiment intéressante. Grosso modo, c'est Elisabeth Armstrong qui est à l'origine de l'expression éthique conséquentialiste. C'est elle la première qui a proposé cette expression. L'éthique déontologique, c'est celle d'un Kant, par exemple. Et elle dit, mais si on pratique l'éthique de cette façon-là, déontologique ou conséquentialiste, il vaudrait mieux arrêter de faire de l'éthique. Vous voyez, il y a vraiment un débat en quelque sorte, et elle propose eh bien, de s'inspirer de cette tradition issue de Platon et d'Aristote, et il y a tout un courant qui va se concrétiser de différentes manières. Par exemple, par rapport à notre responsabilité épistémique, nous avons une responsabilité à l'égard de nos croyances. C'est ce qu'on appelle la responsabilité épistémique. Eh bien, on va dans le sillage d'Elisabeth Armstrong, développer ce qu'on appelle des vertus épistémiques, et je voudrais en donner un exemple, c'est-à-dire qu'on va regarder, vous voyez, pour apprécier la valeur morale eh bien, de quelque chose, les dispositions de l'agent par rapport aux croyances, est-ce que l'agent a une ouverture d'esprit? C'est-à-dire s'il a l'ouverture d'esprit qui consiste à écouter des parties opposées, ce qui lui permet d'ailleurs d'éviter eh bien, le biais de confirmation, souvent dénoncé. L'accent est alors mis sur l'éducation plus que sur le règlement. Et si on regarde les choses du point de vue de ces dispositions de l'agent, du point de vue donc de l'éthique des vertus, eh bien, on va s'apercevoir au niveau de la question de l'IA qu'il y a une tension entre les dispositions techniques et les dispositions éthiques. Je voudrais développer cela. C'est-à-dire que l'éthique concerne toujours les émotions. Par exemple, il ne faut pas simplement faire ce qui est juste. Il faut aimer faire ce qui est juste. Et il faut aimer quand quelqu'un fait ce qui est juste. Ou inversement, il faut être dans les dispositions inverses lorsque une injustice est commise, sans jamais confondre les actes et les personnes. Les dispositions techniques, elles, au contraire, concernent uniquement nos capacités cognitives. Et je voudrais en pointer deux sur lesquels on va réfléchir avec l'IA, c'est techné et emperia. Et vous avez les expressions voilà, dans le slide suivant, techné et emperia. Euh, on va se concentrer sur la tension entre ces deux capacités cognitives. Pour les décrire, on va aller à la source de l'inspiration, puisqu'on a dit qu'elle était chez les Grecs. Je vous ai présenté ici un texte d'Aristote. Vous allez voir son actualité, je crois. Nous concevons que les hommes d'art, art c'est techné en grec, hein. Les hommes d'art, c'est pas les beaux-arts, hein, c'est la techné, que les hommes d'art sont plus sages que les hommes d'expérience. Dans la pensée que chez tous, la sagesse accompagne plutôt le savoir, et cela parce que les uns savent la cause, les autres non. Car les gens d'expérience savent le fait, mais ignorent le pourquoi. Ah, ça, c'est très, très intéressant. Vous voyez. Donc, techné et emperia, je garde pour l'instant les termes grecs, c'est deux dispositions cognitives relatives à la connaissance, mais qui sont distinctes en raison du fait que l'une se porte sur le fait, c'est une connaissance factuelle, l'autre sur le pourquoi. Et si nous revenons à l'IA, eh bien, il faut dire que l'IA imite l'intelligence. C'est une machine qui simule l'intelligence, mais en fait qui simule l'intelligence en quelque sorte dans sa dimension d'ampéria, mais pas dans sa dimension de techné. Elle peut dire par un calcul que c'est le cas, ce qui est le cas, mais elle ne peut pas dire pourquoi.
Je Elle suis fait désolée, des... Emmanuel, je vous coupe juste 2 secondes pour vous dire qu'il reste 2 minutes à votre intervention. Je ne sais pas si vous aviez encore beaucoup de choses. Non, Et pour qu'on puisse laisser un 5 peu de temps. minutes. Parfait. Moi, dans mon Parfait. compteur, j'ai encore 5 minutes, si ça vous convient. Donc, le point est de bien voir que l'IA n'imite pas tout, en quelque sorte, de ce dont l'homme est capable. Et je voudrais regarder cela à travers un exemple qui sera un exemple de coopération, un bon exemple de coopération entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Je voudrais prendre le cas de Benoît Carré, qui est chanteur, compositeur, un musicien qui travaille depuis 2015 sur la musique assistée par l'intelligence artificielle. En 2023, il est l'un des 5 experts nommés au sein du comité de l'IA générative du ministère de la Culture. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, en quelque sorte, à consulter. Vous allez voir, je n'en ai pas pour très très longtemps, je serai très rapide. Et, il avait interprété en 1994 avec son groupe Lily Cube. Vous avez ici une photo euh, du clip de l'époque pour la chanson Voyage en Italie. Dans un récent TEDx à Centrale Supélec, où j'intervenais également, il a expliqué comment comment avec l'IA, il a cherché à faire un rework pour les 30 ans de ce tube. Il a expliqué qu'il ne laissait pas la machine faire seule le travail de recréation. Il lui a donné des parties de l'original afin qu'elle lui propose certaines modifications. Il fait, lui, les choix et les arbitrages. Il utilise ce que propose la machine, mais ne laisse pas faire. Il sait pourquoi il peut retenir telle ou telle proposition, pourquoi il le peut dans certains cas, moyennant peut-être des corrections. Et à la fin, il arrive à un résultat qu'il n'aurait pas pu produire tout seul et qui est de très grande qualité. Exercer sa responsabilité, c'est faire des choix justifiés, c'est ce à quoi, c'est à quoi, c'est être capable de répondre pourquoi, de dire pourquoi. Cette pratique correspond totalement à l'approche grecque où la techné, l'art, n'est pas d'abord une praxis, une action, mais une responsabilité. Pour Aristote, l'exécution était le rôle des machines. Elles peuvent faire toutes seules, mais on ne peut pas les laisser faire toutes seules. Benoît Carré montre que dans ce cas, la machine ne fait pas nécessairement gagner du temps, mais elle permet d'être plus innovant. Alors, au terme de cet examen éthique de la coopération entre l'intelligence humaine et l'IA, il apparaît que l'éthique peut, ou plutôt devrait, être vécue comme un problème. L'éthique n'est pas la solution à un problème technique. C'est un problème, puisqu'il y a une opposition entre 2 modèles, déontologique et conséquentialiste. La bonne conscience du moment, en termes de dignité ou d'équité, peut apparaître comme de l'irresponsabilité. Par ailleurs, le risque est d'oublier l'agent moral. Mais quand ce n'est pas le cas, avec l'éthique des vertus, qui peut être vue comme un dépassement des formes déontologiques et conséquentialistes, l'éthique n'est alors plus un frein au progrès technologique. En donnant à chacun des acteurs la capacité d'exercer ses responsabilités, elle donne la direction. Ou pour parler comme Saint-Exupéry, elle fonde le présent et permet l'avenir. Je vous remercie pour votre attention.